Bienvenue dans le 56cast numéro 41. Cette semaine, nous allons nous simplifier la vie. Nous allons nous demander si Spotify sert à quelque chose et nous allons remonter Star Wars parce que c'était pas bien monté la première fois. C'est vrai. C'est un peu ce que George Lucas fait depuis 20 ans d'ailleurs. Il remonte Star Wars en permanence. C'est pas faux. Oui, bah nous on va faire pareil. Bonjour Sofian. Ça va? Oui, très bien et toi? Ah, pas mal. Ah bah c'est parfait. De quoi on va pas parler? On ne parlera pas de Amazon Echo. C'est un assistant personnel à commande vocale. Ça fonctionne un peu comme Siri ou Google Now, sauf que c'est gros comme ça. Et du coup, c'est pas très pratique à trimballer. C'est un haut-parleur en fait. C'est un frigo? Ah, c'est un haut-parleur. Donc il faut l'avoir, il faut le tenir comme ça pour qu'il fasse un petit. D'accord, mais c'est intéressant comme concept. C'est chez toi. Alors quel temps il fait dehors? Ouais, super. Mais c'est dans ce cas autant avoir un lapin à bastag, non? C'est un peu comme un ordinateur. Il dit ça aussi, lui. Quel temps il va faire aujourd'hui et si t'as des mails. Les oreilles. Ouais. Puis parce que l'enceinte d'Amazon, à mon avis, elle a pas d'oreilles. Probablement pas. Non. Bon, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Sinon, Amazon teste aux États-Unis un nouveau moyen de livraison de ses commandes par taxi. Ils payent les chauffeurs 5$ par colis. De toute façon, ils testent beaucoup trop de choses bizarres en ce moment. Ils ont des centres de dépôt des colis dans les métros aussi. Comme ça, tu rentres chez toi, tu t'arrêtes à une station, tu prends ton colis, puis tu recommences. C'est embêtant de s'arrêter. C'est moins embêtant que d'aller à la poste. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, je crois qu'on prononce comme ça, déconseille aux enfants de moins de 6 ans d'utiliser la 3D stéréoscopique, qui est notamment celle de la Nintendo 3DS. Ouais. Maintenant, il va falloir expliquer ça aux enfants. Ouais, et puis pour les plus de 6 ans, ils disent modéré, hein, pas plus de quelques heures par jour. Selon une étude de 3 économistes français, Adopi a eu un effet dissuasif sur le téléchargement de musique en peer-to-peer, c'est bien, mais pas sur les vidéos, c'est pas bien. Moi j'aime bien le peer-to-peer. Ah bah merci pour ta contribution, heureusement que t'es là. YouTube pense sérieusement à proposer des abonnements payants à ses utilisateurs qui voudraient accéder à ses contenus sans avoir de publicité. On peut le faire avec Adblock. Oui. En fait, on va leur dire ça. Oui, mais on pourra le faire avec YouTube, parce que si c'est Google, c'est plus cool que si c'était pas Google. Ouais, mais bon, on va le faire gratos. L'un des cofondateurs de The Pirate Bay, le suédois Gottfried Svertholm-Varg, a été... pas mal, hein? Enfin, après, j'ai peut-être pas l'accent suédois top, hein. A été condamné à 3 ans et demi de prison pour piratage, pardon. Pas mal le lapsus. Piratage et acte malveillant. Bon, et de son côté... Exactement. Et de son côté, l'autre cofondateur, Peter Sunde, est sorti de prison. Il est libre après 7 mois et demi en tôle. Pourquoi et demi 7 mois? 7 mois. Mais les poursuites continuent. Mais les poursuites continuent, c'était juste la première tranche. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre et on n'a rien compris. Analyse décisionnelle, MyReport 8.0 s'ouvre aux PME. Ouais, mais je suis contente pour les PME. Surtout 8.0. Ouais, c'est mieux que la 7.0, je suis sûre. 2.0 que... Non mais 8 c'est pas mal, ça fait dans le... Tu sais, c'est comme Windows 8, ils sont dans l'air du temps quoi. Voilà. On sent qu'ils sont de 2014. Bon, sur ces conneries, nous allons passer au sujet numéro 1, qui est le numérique pour nous simplifier la vie. Alors en fait, le président François Hollande annonce depuis plusieurs années un choc de simplification administrative, j'adore cette expression, dans tous les domaines de la vie. Pour qu'on ait moins de paperasse et moins de choses compliquées dans la vie. Moi je suis pour, hein, sur le principe que ça soit moins compliqué la vie. Et donc il a lancé une grande consultation auprès de tas de gens, des institutions, le MEDEF, les internautes, qui pouvaient aller sur faire-simple.gouv.fr pour proposer des trucs. C'est simple déjà comme URL, hein, je veux pas dire, mais... Oh, tu critiques tout de suite. Pour faire des propositions de simplification de la vie. Et en fait, on vient d'avoir les mesures retenues par le gouvernement et il y en a pas mal d'entre elles qui concernent le numérique. Après tout, quand on fait des trucs sur Internet, c'est souvent plus simple que de se bouger pour aller dans un rendez-vous, dans un bureau, faire des choses administratives. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on pourra faire sur Internet bientôt dans quelques années si ça se fait et ça serait trop cool. Par exemple, la fibre optique, aujourd'hui, la fibre s'implante assez lentement en France, et c'est parce que pour faire venir la fibre dans un immeuble, il faut réunir l'assemblée générale des copropriétaires, qui en général se rassemble une fois par an. Donc si c'était la semaine dernière et qu'il y a un opérateur qui propose d'installer la fibre, on lui dit ouais, bah passez l'an prochain. Et là maintenant, en fait, le conseil des copropriétaires pourra déléguer au conseil syndical ce genre de décision, et ça ira beaucoup plus vite, normalement. Ouais, vu que les conseils syndicaux ne sont pas toujours d'une rapidité folle. Ça dépend des conseils syndicaux, mais en théorie, ça devrait aider. Côté papier, on pourra bientôt acheter des timbres fiscaux sur Internet à partir de mars 2015. Timbres fiscaux, c'est genre pour le passeport, tout ça, ce genre de bidule. On pourra aussi faire une pré-demande en ligne pour avoir un passeport ou le renouveler. Ça, c'est
possible, prendre rendez-vous dans certaines villes, mais pas toutes, là ça va être généralisé. Ouais, le concept de pré-demande, c'est tu remplis ton formulaire, après ils disent de quelles pièces tu auras besoin, tu te ramènes juste à la mairie avec tes pièces et du coup le rendez-vous dure 2 minutes. Il faut juste se pointer pour dire que c'est bien nous, il vérifie la photo, je fais tomber mon stylo. Tu signes un truc. Voilà, et ça dure pas 2 heures, ça dure 10 minutes, normalement ça va simplifier aussi la vie des agents du service public aussi. Ils n'auront pas 50 000 personnes qui font la queue pour avoir un passeport ou une carte d'identité. On pourra aussi demander sur le web son code d'accès au solde de points du permis de conduire, on pourra savoir combien on a de points. Parce que je crois qu'actuellement, tu peux consulter tes points du permis de conduire en ligne, mais pour la première fois, pour avoir ton mot de passe, il faut que tu le demandes par courrier postal. Voilà. Enfin, un truc de fou, quoi. Et sur le site mez.gouv.fr, mais-aide, ils ont créé un grand simulateur pour voir à quelles aides on a le droit, donc les allocations RSA, le logement, la complémentaire santé, etc. Des simulateurs pour un peu, voilà. Donc, les simulateurs sont assez bien faits en général. D'avoir demander un guichet à quelqu'un, et ça permet, le but c'est de pas aller dans les guichets, parce que c'est quand même sympa quand même d'aller voir les gens, mais d'y aller pour quelque chose d'un petit peu concret, et de pas encombrer aussi un peu les bureaux avec des choses qu'en fait on pourrait donner, des informations qu'on pourrait donner en ligne. Tu demandes à n'importe quel internaute qui te répond un truc, mais il est pas sûr. Qui est pas vraiment vrai, et qui a changé en 2007. C'est comme sur Doctissimo, quoi. Exactement. Au niveau de la police, on pourra suivre l'avancement de la plainte qu'on est allé déposer à la police, voir si l'enquête a été ouverte, si ça a été classé sans suite, etc., sans avoir besoin de repasser un coup de fil au policier pour lui demander où ça en est. Donc ça, les premiers essais seront à la fin de l'année et ils veulent généraliser au premier trimestre 2015. Côté santé, également, on pourra payer ses frais d'hospitalisation par Internet dans tous les hôpitaux publics. Ça, c'est une avancée pas mal. Et également, pour les femmes enceintes, plus besoin d'envoyer les lettres à la CAF, l'assurance maladie, ça qui a énormément de courriers dans tous les sens. Pour déclarer qu'on est enceinte. On pourra faire tout ça par Internet, enfin tout le suivi se fera par Internet. Ouais, et c'est le on médecin. n'aura même pas besoin de le faire. En fait, le médecin, il constatera la grossesse. Ça sera automatiquement, voilà, il y a des constatations médicales qui enclenchent plein de choses au niveau de la CAF et tout, voilà, et tout se fera automatiquement. Ça serait bien. Et d'ici mars 2015, on pourra demander ou renouveler sa carte vitale en ligne aussi. Plus besoin d'aller dans les bornes qui sont en panne. Et tu en avais encore un autre. Ah oui, on pourra avoir sa carte européenne d'assurance maladie sur son smartphone. Donc genre, t'as plus besoin de... Genre, t'es malade en Allemagne. Genre, tu te rends compte que tu pars en vacances dans 3 jours, t'as plus besoin de la commander, et puis ils disent on te l'envoie dans 3 semaines. Exactement. Et t'as juste un flash code sur ton téléphone. Il y avait une carte européenne d'assurance maladie en fait. Sérieusement? Non. Ah oui, quand même. Pas facile, hein. Au niveau de l'éducation, les candidats au bac, certains candidats au bac pourront passer leurs épreuves par visioconférence. Alors, bande de flemmards, ne commencez pas à nourrir de faux espoirs. C'est uniquement pour ceux qui peuvent vraiment pas se déplacer parce que, par exemple, ils sont en prison ou parce que, par exemple, ils sont hospitalisés ou vraiment trop loin d'un centre s'ils habitent sur une île déserte ou je sais pas quoi. Mais c'est pas... voilà. C'est pas juste parce que t'as pas envie de te lever le matin. Toujours dans l'éducation, les conventions de stage seront dématérialisées bientôt. Sur un site dédié, on pourra aussi voir à quelle bourse on a le droit. C'est un petit peu comme mez.gouv.fr. En tant que collégien ou lycéen, on fait une simulation et on voit. Et ensuite, on peut faire la demande de bourse directement en ligne. Ça existait à l'époque du Minitel déjà, ça. Ah oui. Ouais. Et donc après, ils ont arrêté de le faire quand le Minitel s'est arrêté. En vrai. Ouais, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Côté emploi, on pourra à partir d'avril 2015 bénéficier d'un accompagnement numérique personnalisé à Pôle emploi. Sympa. C'est-à-dire, en gros, parler à quelqu'un. C'est un peu la difficulté, en fait, à Pôle emploi. Avoir un rendez-vous, c'est extrêmement compliqué. À chaque fois, ils font ça par courrier, donc ils renvoient à chaque fois le dossier entier de la personne qui se trimballe entre la personne et Pôle emploi. Et c'est difficile d'avoir quelqu'un. On peut avoir quelqu'un éventuellement au téléphone, si on a un peu de chance sur un malentendu. Et là, pareil, on pourra avoir éventuellement quelqu'un par chat, par Skype, etc. Ça peut être pas mal. Par Skype. La classe. Et au niveau de la télé, là c'est quand même le truc sur lequel on voulait passer un petit peu de temps parce que c'est super important, ne serait-ce qu'au niveau émotionnel. Le gouvernement a signé la fin de la prise Péritel. Si. En fait, la prise Péritel... La fin de la prise Péritel. C'est horrible, tout ce qui finit par tel, c'est fini. Bientôt, on va arrêter de téléphoner. Non, je plaisante. En fait, vous ne le saviez pas, mais il y avait un arrêté qui a été signé le 21 mars 1980 et qui obligeait les constructeurs de télé à intégrer une prise Péritel en France. Ça servait à l'époque à contrer c'était les Japonais qui étaient en train de tout envahir, voilà. Et puis ils se sont dit si on met une prise française, peut-être que on construira plus de télé françaises. Bon, c'est comme le VHS, tout ça, machin, c'est comme tous les formats vidéo à l'époque. Et en fait, c'est le MEDEF qui a suggéré en juin d'abroger cet arrêté et puis qu'on arrête de mettre des prises Péritel obligatoirement sur les télés. Ils disent, soi-disant, ça n'a plus de sens depuis que nous sommes passés au tout numérique. Je ne vois pas de quoi ils veulent parler. Nous, on est très tristes. Et la mesure a été retenue par le gouvernement. Et donc, on va faire un petit « Le saviez-vous »
Passion. Ouais, c'est tellement passionnant. Bah ouais, grave. Alors pour commencer, on ne devrait pas dire Péritel, c'est une marque déposée. Par qui? Par Péritel. La fameuse. Le nom générique est Péritélévision. Ah oh. Un beau mot. Parce qu'il permet de connecter la télévision à des accessoires périphériques tels que les magnétoscopes. Eh, c'est intelligent la contraction des mots. Tu sais qu'on aurait inventé la Péritel à notre époque, on aurait trouvé un mot anglais pour le dire. À l'époque, on inventait des mots. Moi, je suis un peu nostalgique de ces mots valises là. Sinon, en dehors des frontières hexagonales, donc du coup, personne ne dit Péritel. Les gens disent SCART. Ça veut dire quoi SCART? Syndicat des constructeurs d'appareils radiorécepteurs et téléviseurs. Donc les anglophones utilisent, enfin les anglophones et tous les autres utilisent un autre acronyme français. Un sigle français, alors que nous on utilise un autre mot. C'est la prise du SCART. Ouais, voilà. Oui c'est ça. Dans un marché de plus en plus occupé par les entreprises asiatiques, la Péritel avait pour mission stratégique de favoriser les télévisions et les magnétoscopes de construction française. Et ce fut un échec flagrant et total. Ah bon, bah, j'ai une télé française. Parce que les Japonais, en fait, ils se sont mis à construire des télévisions et des magnétoscopes avec des prises Péritel. Voilà, ils ont juste fait deux versions, quoi. Voilà, ils ont fait deux versions. Mais ça a obligé un petit peu pendant 20 ans toutes les boîtes à faire une version française. Enfin, un petit peu, parce qu'il y a quelques pays en Europe qui l'utilisent quand même. Ouais. Oui, d'ailleurs, donc la Péritel est un petit peu courante en Europe, surtout dans les pays d'Europe de l'Est. Et en gros, c'est tout. Sinon, elle est totalement inconnue aux États-Unis, par exemple, où on utilisait du temps de l'analogique des prises RCA. C'est petites fiches noires, petites fiches rouges pour l'audio, et puis petites fiches vidéo, avec pas 21 broches dedans. Un truc un peu plus solide, je pense, d'ailleurs. Et du coup, on pouvait brancher les prises RCA sur un adaptateur Péritel pour certaines machines. Ouais. Notamment les consoles, je me rappelle, à un moment. Il y avait des ordinateurs qui sortaient comme ça aussi, on pouvait brancher par Péritel pour voir sur la télé, je crois. C'était il y a longtemps tout ça. La disparition de la Péritel ravira donc les constructeurs étrangers, donc ils n'ont même plus à produire une version spécifiquement française ou européenne de leurs appareils. Hop. D'où le choc de simplification. Exactement. Mais sauf que ça simplifie la vie des étrangers et pas la nôtre. Pas la nôtre. Ouais, mais bon, c'est bien aussi pour eux. Sinon, est-ce que vous saviez que donc il y a 21 broches dans une prise Péritel et chacune des 21 broches a une fonction particulière. Par exemple, les 5 premières contrôlent l'entrée et la sortie du son. D'autres servent à envoyer les couleurs, parce que vous savez qu'une télé, ça affiche du rouge, du vert et du bleu. Donc il y a une broche pour le rouge, une broche pour le vert et une broche pour le bleu. C'est la 15, la 11 et la 7. T'as vu? La Péritel permet une définition d'image d'environ 600 pixels sur 800 en largeur. Aujourd'hui, en gros, les télé HD classiques, c'est 1080 pixels de haut, 2160 pour les postes 4K, dernier cri. Donc, c'est bien que la Péritel... Mais ceci dit, il y avait des Péritel qui ont essayé de faire de la HD. On appelait ça la Golden Péritel, je crois. Enfin, la Golden SCART, puisque c'est de l'anglais du coup. La Golden SCART, entre 1990 et 1996, c'était sur les télés très haut de gamme que personne ne pouvait se payer. Et ça pouvait afficher jusqu'à 1250 lignes. Donc à peu près autant que maintenant. Mais avec une image, le problème c'est qu'il n'y avait aucune chaîne qui émettait... avec ouais, une qualité mais suffisante pour... Tu savais que tu avais la télé prête voilà, pour le futur. Au cas où. Sauf que ça n'a pas pris. Voilà. À la place, on a fait de l'HDMI. Voilà. Et rien à voir avec une Péritel plaquée or, voilà. Donc, ça sert à quoi une Péritel plaquée or? Ça s'oxyde moins vite. Comme toutes les fiches plaquées or. On faisait ça aussi à un moment, comme tout, voilà, toutes les connectiques. Il y a des HDMI plaqués or aussi et tout ça. Ok, eh bien ce fut fort intéressant. Et donc, virgule, what the fuck. For anyone that loves Christmas stories about Here we go. goodwill, I don't care. joy, No. and peace to all, Fail. then You are a loser. Are you serious? Of course I'm serious. Look at my face. Vous avez reconnu le Grumpy Cat et ceci est un film. Si. Ça s'appelle Grumpy Cat Worst Christmas Ever, donc le pire Noël de tous les temps de Grumpy Cat, qui passera fin novembre à la télé américaine. Alors à l'époque, on nous avait dit qu'ils allaient faire un long métrage de cinéma sur Grumpy Cat avec des incrustations 3D dans des prises de vue réelles, le truc à budget énorme, un peu comme Garfield. Finalement, ils ont revu leurs ambitions à la baisse et c'est juste un téléfilm. Mais j'ai envie de le voir quand même. Le synopsis, c'est Grumpy Cat est un chat solitaire vivant dans l'animalerie d'un centre commercial. Comme personne ne le regarde et personne ne veut l'adopter, cette chatte pose un regard acariâtre sur la vie jusqu'à ce qu'un jour, une fillette de 12 ans très spéciale, nommée Crystal, entre dans la boutique et tombe amoureuse de Grumpy Cat. C'est beau! Comme film de Noël, c'est vachement bien. Oui, je pense. J'espère que ça finira un peu mal. C'est Grumpy Cat quand même. Bah, j'espère que Grumpy Cat sera de mauvaise humeur à la fin. Ça, mais c'est une bonne fin pour lui, quoi. Par contre, Crystal, c'est pas possible. Non. Ouais, c'est américain, ils font ce qu'ils veulent. L'actu.
L'actu, c'est l'actu de Spotify. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est l'actu un peu de la musique, parce que Spotify, on s'en fout un peu, mais c'est le sujet qui est intéressant. C'est un symptôme. Voilà. C'est l'amie Taylor Swift, une chanteuse à cheveux longs pour la jeunesse du monde entier, qui a sorti un nouvel album qui s'appelle 1989, qui est le plus gros décollage en première semaine. Elle a vendu 1,2 million d'albums physiques et numériques. Donc téléchargements réunis, c'est le plus gros décollage depuis bien longtemps, et notamment dans un moment où les albums se vendent pas très bien, etc. Et cet album 1989 était partout, sauf sur Spotify. Et où en gros elle a fait retirer non seulement cet album-là, et tout son catalogue, en disant moi j'en ai marre, elle a tapé un peu son petit point comme ça sur la table. Ah ouais. Enfin c'est un petit point virtuel. D'accord. Et elle a dit moi j'en ai marre, je bosse, tout ça, je fais des super chansons. Mais Spotify... Pourquoi ça n'a pas l'air sincère quand tu dis ça? Et Spotify, c'est une expérience, ça marche pas encore, ça rapporte rien, ou pas assez. Moi, je bosse pas pour une expérience, quoi. Je suis pas là pour essuyer les plâtres de cette boîte là. Je reviendrai quand ça rapportera plein de caillasses. Et voilà, je vous laisse mon 06, vous m'appelez quand vous faites de la caillasse. Ouais. Voilà. Derrière ça, il y avait un peu de calcul parce que le label de Taylor Swift essaye donc Taylor Swift a un label qui produit sa musique à elle, et après ce label est en licence chez une major. Et ce label essaye de se vendre, donc pour faire monter un petit peu la sauce, c'était aussi une façon de faire aussi un peu de publicité, etc. Mais c'est assez intéressant parce que Taylor Swift, c'est pas non plus quelqu'un qui prend les choses à la légère, parce qu'elle a eu déjà depuis longtemps, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, un discours sur le streaming où elle est extrêmement cohérente. C'est pas quelqu'un du tout qui fait les choses comme ça sur un coup de tête. Elle pense que le streaming ça rapporte pas assez aux artistes et que c'est pas valable aujourd'hui comme modèle. Et voilà, elle préfère le téléchargement où il y a de l'argent qui tombe comme ça de façon très efficace, et bien sûr les achats physiques. Sauf que voilà, elle va aussi un petit peu contre l'époque. On est en train de basculer quand même. Il y a beaucoup de chiffres qui disent qu'on est en train de basculer du téléchargement vers le streaming. Et du coup, Daniel Ek, le président fondateur de Spotify, y est allé d'un long post pour lui dire écoute, cocotte, qu'est-ce que tu fais, quoi? Non. Pas tout à fait, c'était en suédois. Non, mais voilà, pour dire, écoutez, Taylor, cher Taylor, revenez, on vous aime bien. Et il a calculé que la musique de Taylor Swift pourrait lui rapporter, à terme, 1,6 million de dollars par an sur Spotify. On ne sait pas trop comment il a calculé ça. Voilà, et dans ses projections, il estime que Taylor Swift pourrait toucher 1,6 million. chiffre qui la convaincrait, quoi. Voilà. Tout en donnant un deuxième chiffre, c'est que Spotify a reversé 1 milliard aux ayants droit pendant l'année 2013, sachant qu'ils avaient reversé 1 milliard entre 2008 et 2013. Voilà, donc le modèle de Spotify s'accélère, le modèle du streaming s'accélère, Spotify étant la plus grosse plateforme de streaming, c'est assez intéressant à regarder, mais voilà, pour l'instant, on est quand même dans des micro-paiements, c'est relativement peu. Et en même temps, dans la même semaine, il y a une autre info qui est tombée, c'est Cobalt, qui est un éditeur de musique, qui est l'un des acteurs de la musique, qui a expliqué qu'en Europe, au premier trimestre 2014, ces artistes, qui sont notamment Bob Dylan, Al Jay, Maroon 5, donc pas mal des spectres musicaux différents, les artistes qui marchent, ont touché davantage de Spotify que d'iTunes. Donc c'est relativement intéressant. En même temps, c'est un éditeur. C'est que l'édition, c'est pas les droits d'auteur, les royalties sur les droits d'auteur, c'est l'édition. Et c'est qu'un trimestre, donc il faut voir comment ça évolue. Et surtout, derrière, c'est surtout que le téléchargement s'effondre. C'est quelque chose qu'on a vu notamment en Norvège et en Suède ces dernières années, où le marché du streaming est le plus gros proportionnellement dans le monde. Le streaming a remplacé le téléchargement dans l'usage, et donc techniquement, mécaniquement, la nécessité de télécharger un fichier, d'avoir un fichier sur un appareil, perd un peu son intérêt, donc du coup le téléchargement réduit et le streaming monte. Voilà, on est un peu dans cette bascule-là. On serait au début d'un inversement des courbes, en fait. On est un peu au début d'un inversement des courbes, et en même temps, cet inversement des courbes a besoin, pour boucler mon histoire, a besoin de gros disques, comme celui de Taylor Swift. Spotify, là, ils ont eu le disque des Pink Floyd, alors ils font dans la modernité, ils ont eu le nouvel album de Pink Floyd un peu en exclu, parce qu'ils ont besoin de gros trucs comme ça. Deezer a eu le nouvel album de Johnny Hallyday en exclu, avant les autres, modernité encore une fois. Non mais voilà, c'est du très grand public, parce que la logique c'est, il leur faut du très grand public, de la masse, parce que plus ils ont de masse d'utilisateurs, plus ils peuvent capter
une partie de ses utilisateurs et les faire rester sur le service parce que sur Spotify, on en avait déjà parlé, il y a une sorte de gap qui se fait à peu près à 6 mois. Un utilisateur gratuit d'un service de streaming, en l'occurrence Spotify, au bout de 6 mois, statistiquement, devient payant. Donc il faut les capter Ou alors il est parti avant, quoi. Ou alors il est parti avant, Ouais. voilà. Et donc il faut les capter pour essayer avec des gros albums, parce que c'est sûr que c'est pas avec un disque Avec des EP obscur comme ça. de rock colombien qu'on va capter les foules. Et Taylor Swift, donc, est stratégique là-dedans. Grosse Ouais. sortie de l'année. Donc Spotify sans Taylor Swift, bah, ils perdent en pertinence. Et notamment au moment où Google se lance avec YouTube Music Key, le sort d'offre de streaming un peu Music Key ou à All la- Access? Je confonds les Music Key est une partie de All Access. deux. maintenant. C'est quoi All Access All Access, c'est l'ensemble de la musique de Google? de Google. Et Et Music Music Key, c'est juste Key, l'abonnement pour YouTube sans les pubs et les vidéos. On peut faire des playlists, etc. C'est pas encore pour la France, c'est une bêta pour les États-Unis, l'Espagne, l'Angleterre. Ok, eh bien merci beaucoup. Le potager du web. Le potager du web, c'est sur le projet Star Wars Uncut qui a été lancé en 2009 et qui vise à recréer la trilogie originelle uniquement avec des séquences tournées par des fans. C'est une idée du développeur Casey Pug. Donc c'est un fan de Star Wars et en fait il a demandé à ses homologues un petit peu partout dans le monde, ses homologues des autres fans de Star Wars, de l'aider à réaliser une nouvelle version de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Le film était découpé en 500 séquences de 15 secondes chacune. Il a fait ça avec son petit ordinateur bien sérieusement. Et ensuite, chaque séquence a été isolée, il les a mis sur un site et il a proposé aux gens, il a dit si vous voulez vous retourner cette séquence-là, vous en choisissez une et vous la refaites, soit avec du papier, des dessins en animation, vous vous déguisez, vous le refaites dans votre chambre, vous faites des effets spéciaux de malade sur votre ordi, vous choisissez comme vous voulez, de la pâte à modeler, du stop motion, enfin ce que vous voulez, pourvu que ça soit votre version à vous. Donc on passe... Even if I didn't, you don't think I'd be fool enough to stick around here, do you? Why don't you come with us? Pretty good in a fight. Could use you. Come on. Why don't you take a look around? You know what's about to happen, what they're up against. They could... Voilà, ça c'était une version avec petite figurine. Et en avril 2010, ce développeur, donc ça faisait 1 an, et en 1 an, il a annoncé, mesdames et messieurs, garçons et filles, Town les Malfichus, nous avons des nouvelles très excitantes, Star Wars Uncut est terminé. C'est quand même super bien fait, hein. Les gens se sont vraiment donné du mal. Mais quand c'est terminé, en fait, c'est pas terminé parce Surtout que... avec Star Wars. Surtout avec Star Wars, parce que bien sûr ce n'était qu'un épisode et en tout il y en a 6, bientôt 7. Et donc le développeur a décidé en 2013 de renouveler l'expérience avec l'Empire contre-attaque. Il a recommencé son petit découpage en séquence de 15 secondes et il a réappelé les fans à faire leur propre version. Afraid there's not much left. What was it? Droid of some kind. I didn't hit it that hard. Must have had a self-destruct. An Imperial probe droid. C'est trop mignon. Et alors pour la scène la plus importante du film, parce que c'est dans ce film-là quand même que Dark Vador annonce à Luke Skywalker, on peut spoiler ou pas? Les gens qui n'ont pas vu. Hein. Dark Vador est le père de Skywalker. L'info, quoi. L'info. Pour cette scène-là, il y a 6 personnes différentes qui ont donné leur version de la scène et il a fallu en choisir une seule. Ça a été un déchirement, mais finalement, elle est géniale. C'est pas parce qu'il y a un chat que je dis ça. What happened to your father? He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. No. That's not
It's your feelings. You know it to be true. Il le fait vachement bien dans le petit. Il a exactement la même expression faciale, quoi. C'est fou, tu retrouves la scène originale. On dirait Marc-Hamill. Mais complètement, c'est fou. Et donc ça se regarde en entier sur YouTube et ça s'appelle The Empire Strikes Back Uncut Full Movie Official. Et puis voilà, et puis donc si on a le temps, est-ce qu'on a le temps ? Oh, on a le temps. On va annoncer une nouvelle extrêmement importante qui va faire trembler le monde des internets. Facebook prépare un Facebook bis, un Facebook professionnel pour les entreprises, oui monsieur, où on pourrait faire son CV en ligne et on pourrait, dans des entreprises genre... avoir un logiciel inter-entreprise qui serait Facebook, en fait, où tu travailles en même temps sur des documents collaboratifs et t'es plusieurs à bosser en même temps. Comme ça, non seulement Facebook connaît tes infos personnelles, mais en plus, tu mets tes documents de travail. Voilà, c'est ça. Tu mets tes documents de travail sur Facebook, comme ça, au moins, ils ont tout. Ils n'ont plus besoin de te demander. Et on ne sait pas comment ça s'appelle, et ils sont en train de le tester. Et en fait, le but, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les gens sont sur Facebook pour leur vie privée, et ils sont sur LinkedIn et compagnie pour leur... Et sur Google Doc. Pour les docs au sein de l'entreprise, la vie professionnelle, mine de rien, Google Doc est devenu, pour des mauvaises raisons, mais parce qu'ils sont très pratiques, devenu un peu un incontournable du travail collaboratif en entreprise pour pas cher. Et effectivement LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est devenu une sorte de gros réseau social quand même pour la recherche de travail. Il y a même des cabinets de recrutement maintenant où on peut candidater à des postes juste en appuyant sur un bouton. En fait, donc on édite son CV sur LinkedIn de façon la plus précise possible, enfin tel qu'on le souhaite, et on relie son profil LinkedIn au cabinet, et en fait en un bouton, comme on fait j'aime sur Facebook, en fait on associe bim, postuler. Et voilà, on postule, c'est la mort de la lettre de motivation. Ça par contre, c'est voilà, le bon côté de cette chose, c'est la fin de la lettre de motivation. C'est un peu un choc de simplification en fait. Un petit peu, mais ça fait aussi, voilà, c'est aussi un peu, on relie encore des bases de données, et je suis pas forcément pour. Oh, moi je suis pour. Quoi, je suis pas crédible. On va mettre des chats, alors je suis plus crédible. Ceci est un chat très concentré, c'est pour ça que ça s'appelle Focused Kitty is Focused et que ça a été tourné par Viral Hog. Il a un paillet. Bah oui, mais il y a des oiseaux. Там птичка должна быть. Mais oui. Eh mais c'est sacré les oiseaux dans l'arbre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Sofian et à la semaine prochaine. Salut. À bientôt.